Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Donc Pauline Fiquémont, je suis, responsable RSE de la FEVAD. J'ai le plaisir, d'être, aujourd'hui accompagnée d'Édouard Chabrol, donc dirigeant de Cubine, qui est une solution pardon, de fulfillment et de livraison à destination des e-commerçants, et de Pierre-Louis Crépé, consultant climat chez Magellan, cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux climatiques et environnementaux, pour, heu, aborder aujourd'hui la réduction de l'impact carbone dans la logistique. On va parler diagnostic, on va parler bonnes pratiques et on va parler solutions aussi, puisque donc, je pense que vous le savez tous en tant qu'acteurs, du e-commerce, aujourd'hui, c'est, près, d'1 milliard de colis, qui circulent, tous les ans selon les chiffres, de l'ADEME, avec un impact forcément, sur l'environnement. Des préoccupations grandissantes du côté, et des consommateurs et des e-commerçants pour se mobiliser, sur, à la fois, la mesure, de ces émissions, mais aussi, sur leur réduction. Notamment dans ce cadre, on en parlait, avec Édouard juste avant, a été lancée en 2021 une charte d'engagement pour la réduction de l'impact environnemental du commerce en ligne par le ministère de la Transition, écologique, et à laquelle, Cubine a participé et est signataire de la charte. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous également, qui êtes connectés, voilà, participent aussi, aux travaux de cette, charte. L'objectif, aujourd'hui, c'était de faire un point justement, sur, le diagnostic, de l'impact, carbone que vous pouvez faire dans vos entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est vrai que souvent le sujet qui est le plus mis en avant, c'est le transport, mais on verra qu'il y a d'autres sources, d'émissions carbone. Et Pierre-Louis et Édouard vont nous faire un retour d'expérience à la fois de l'expérience de Cubine, de la manière dont l'impact carbone a été, mesuré au sein de l'entreprise, et comment est-ce qu'on peut, en tant qu'e-commerçant, travailler à la réduction, de son, empreinte carbone une fois que, le diagnostic est fait. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais également à la fin, il y aura un temps d'échange et des temps d'échange, au fur et à mesure du webinaire. Voilà, l'idée, c'est aussi que ce soit un moment d'échange et un moment, participatif, mais je vais tout de suite laisser la parole à Édouard et Pierre-Louis pour, vous Je- présenter on, tout ça. on va procéder en 3 étapes. On va d'abord un peu parler des grands enjeux. Ensuite, on va parler un peu de la façon dont on peut mesurer les impacts de chacune des entreprises sur les émissions en particulier et de manière plus générale sur l'environnement. Et après, on va quand même se focaliser autour des bonnes pratiques. Et on va parler de ce que nous, Cubine, qui accompagnons donc des centaines de e-commerçants, avons fait en tant qu'entreprise. On est un spécialisé de la logistique et on s'est fait accompagner par Magellan, qui est représenté aujourd'hui par Pierre-Louis, pour faire tout ça. On espère que ça va vous intéresser, mais je pense que je vais passer la parole de fait à Pierre-Louis pour un peu parler des grands enjeux sociétaux et légaux, en fait, fondamentalement, et des attentes changent, quoi. Ouais, complètement. Merci, Edouard. Oui, des grands enjeux, parce que bon, avant de s'attaquer à ce sujet de comment mesurer et comment piloter cette empreinte carbone, on peut essayer de comprendre un peu pourquoi on mesure, on pilote notre empreinte. Nous, ce qu'on observe, c'est que la pression réglementaire, même si aujourd'hui elle est encore faible, elle commence à s'accentuer, et plus le temps passe, plus la pression à se décarboner va s'accentuer. Et ça, on le voit sur plusieurs sujets, mais le premier, c'est effectivement les contraintes réglementaires, en particulier au niveau européen, hein. On voit qu'on a le marché du carbone qui va s'étendre, notamment au transport routier à partir de 2026. Donc potentiellement, on va avoir des coûts supplémentaires pour les transporteurs, coûts qui pourraient être répercutés, hein, sur ensuite les clients de ces transporteurs, pour les transporteurs qui seraient hors des quotas européens. Côté européen aussi, on a un vaste sujet réglementaire qui est celui et de reporting, qui est celui de la CSRD. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce sujet et commencent à le traiter. La CSRD va obliger un certain nombre d'entreprises à publier, à reporter à la fois leur empreinte carbone complète, donc sur les 3 scopes,
Et aussi, ce qui est assez nouveau dans cette CSRD, c'est l'obligation de publier des éléments sur la trajectoire. Donc pour les entreprises de plus de 250 salariés ou ayant un bilan supérieur à 20 millions d'euros, chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros. Donc un certain nombre d'entreprises vont être concernées. Ensuite, nous, ce qu'on observe aussi chez Magellan, on travaille beaucoup avec des fonds d'investissement et des investisseurs, et on voit que les critères suivis par ces investisseurs, ils évoluent. Donc là aussi, on a des investisseurs qui sont plus regardants sur les démarches qui ont été menées. Hier, hein, nous, on travaille notamment avec BPI France, qui est assez avant-gardiste sur le sujet, mais hier, si la seule obligation, c'était la réalisation du bilan carbone, on voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'autres critères qui vont être observés, notamment des critères de pilotage de cette empreinte, de mise en place de plans d'action et de mise en place de moyens en interne pour piloter ce plan d'action, pour mettre à bien ce plan d'action. Et enfin, le dernier sujet qu'on observe aussi dans ces évolutions, c'est les préférences consommateurs. Et là, je vais peut-être laisser Edouard en parler. Ouais, d'un point de vue business, donc il y a une obligation légale et sociétale qui commence à se créer, mais il y a surtout au niveau business, ce qu'on voit, c'est une évolution des préférences des consommateurs qui n'est pas sans ambiguïté par ailleurs, puisqu'en fait, on est face à des consommateurs qui, d'un côté, préfèrent des achats plus écologiques et d'un autre côté, sont bien incapables de le payer, et on le verra ensuite, ce qui doit renseigner nos stratégies d'entreprise. Mais bon, globalement, les Français, c'est le baromètre ADEME qui sort tous les ans, donc les Français sont de plus en plus concernés par leurs habitudes d'achat. Donc, on a une progression de 2 points sur des Français qui émettent des préférences et qui se mobilisent en faveur d'une consommation responsable. Ce qui change, c'est aussi les gens qui sont indifférents. Donc, d'année en année, l'année dernière, il y avait 14% des consommateurs qui étaient indifférents, mais cette année, il n'y en a plus que 12. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont encourageants pour nous en tant que business et sur lequel on peut s'appuyer. Mais comme je le disais et comme on va le voir, le comportement consommateur n'est pas sans ambiguïté, on va l'explorer ensemble. De fait, là, nous, ce qu'on fait habituellement, c'est avec ce qu'on avait fait avec Magellan et ce que Pierre-Louis va vous présenter, c'est, je pense, le premier point pour comprendre la façon dont on peut avancer, c'est d'abord de mesurer. Et, donc, c'est mesurer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir sur l'initiative. Chaque business a ses propres particularités, j'ai envie de dire. Et c'est important la première étape, c'est de mesurer, de comprendre où sont les poches, où sont les points de comparaison, les points les sources d'optimisation. Et c'est là où en fait on a beaucoup travaillé avec Magellan. Pierre-Louis, je te laisse un peu la parole là-dessus. Oui, Ouais, complètement. on On a un voulait petit sondage. peut-être faire un petit sondage d'abord, en fait. C'est ça, ouais. Vous avez le sondage qui a été envoyé dans le chat. Voilà, pour savoir qui a mesuré son empreinte. Ensuite, Alors, on a 10 réponses. 15. Vous êtes 36, donc ceux qui n'ont pas encore participé, allez-y. On voit qu'il y a une majorité de oui, mais avec quand même 31% des participants qui n'ont pas encore réalisé ce bilan carbone. 34, donc un tiers. C'est en cours pour 2 participants. Ok. Bon, donc ce que je vais raconter là, ça va rappeler des choses à certains, et puis je pense que pour d'autres, ça permettra un peu d'ouvrir la démarche. Pourquoi on mesure? Donc déjà, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure quand on fait sa mesure d'empreinte carbone, ou ce qu'on appelle aussi son bilan carbone. On mesure l'impact de votre entreprise sur le climat. Donc on mesure le CO2, mais en réalité, on mesure aussi tous les autres gaz à effet de serre, le méthane, l'azote, l'ozone. Et pour simplifier, on compte tout en équivalent CO2, on convertit tout ça en CO2 comme on pourrait convertir des monnaies. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'au-delà de l'impact sur le climat, ce qu'on mesure aussi, c'est votre dépendance aux énergies fossiles. C'est ça l'empreinte carbone, parce que en fait, ce qu'on mesure, c'est les émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont directement corrélées à la quantité d'énergie fossile qui est brûlée dans votre chaîne de valeur. Et donc, ça peut aussi souligner des mécanismes de dépendance et donc souligner
certains risques que vous pouvez avoir s'il y a des démarches de transition qui sont mises en place, etc. Le principe de calcul, il est relativement trivial, hein. On va lister toutes les activités qui sont induites par l'entreprise. Bon, bah, chauffer ses bureaux, transporter de la marchandise, acheter du matériel. On va essayer de quantifier ces données, j'y reviendrai. Il y a plusieurs moyens de trouver comment quantifier ça. Bon, bah, chauffer les bureaux, c'est tant de kilowattheures par an pour l'entreprise. Et puis, on va convertir ça en équivalent CO2. Pour ça, on utilise un convertisseur, ce qu'on appelle un facteur d'émission. Ces convertisseurs, ils sont pour la plupart publics, disponibles gratuitement. Vous avez la base empreinte de l'ADEME notamment qui fournit la plupart de ces facteurs. Et donc, une fois qu'on a fait cette mesure, on obtient le total, si on va sur la slide d'après, le total de CO2, donc de tous les gaz à effet de serre émis par l'entreprise, et surtout ce qui nous intéresse, le détail par activité. Pourquoi? Parce que la mesure d'empreinte carbone, hein, on le voit, c'est pas forcément un outil de reporting, mais c'est surtout un outil pour piloter son plan d'action. Et donc, c'est ce détail qui va nous permettre de le piloter. Et quand on commence sur cette mesure, il y a un sujet, c'est quel est le périmètre? C'est qu'est-ce que je dois mesurer? Et pour un e-commerçant, on a à la fois les émissions associées aux opérations. Qu'est-ce qui se passe dans mes entrepôts, la consommation d'énergie des entrepôts, les déchets, l'équipement des entrepôts, toutes les émissions associées au bureau qui sont des émissions communes à toutes les entreprises. Ensuite, on va retrouver les déplacements professionnels, les déplacements des salariés, l'alimentation. Et puis, il ne faut pas oublier dans cette chaîne de valeur deux autres éléments. Si on va sur la slide juste après, en amont et en aval, parce qu'on mesure toutes les émissions sur toute votre chaîne de valeur et pas juste sur vos opérations. Sinon, on risque d'oublier des choses dans la photo. Et donc en amont, sur l'e-commerce, on va avoir tout ce qui est emballage, fret amont, et en aval, le transport des produits, le déplacement des clients, qui est un sujet qui est plus complexe à mesurer, on le verra, et l'empreinte des produits vendus aussi, qui commence à être mesurée, mais pareil, plus complexe. Et donc, quand on s'attaque à cette mesure, il faut collecter ces données, il faut les quantifier, hein, c'est ce dont je parlais. C'est un peu la première étape. Et on voit qu'en fonction des postes, en fonction des sources d'émissions, il y a des choses qui sont plus ou moins complexes à quantifier. Ici, vous avez l'exemple de trois postes qui peuvent être plus complexes. Donc le transport, où on peut utiliser soit les données des transporteurs, soit faire des estimations manuelles. Les déplacements des clients aussi, qui est un sujet qui est plus complexe, où on va soit fonctionner par sondage questionnaire client, si on veut vraiment comprendre quelles sont les habitudes de déplacement de notre base de clients, soit on peut aller chercher des moyennes marché, des études de l'ADEME sur les déplacements des personnes pour aller en point relais, par exemple en France. C'est des données qui sont existantes dans les études de l'ADEME. Et puis un autre cas qui est plus complexe à collecter, c'est celui de l'empreinte des produits vendus. Donc là, on peut, si on va jusque-là dans la mesure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup de mesures, mais c'est normal, c'est très complexe à mesurer, mais on peut aller chercher des données côté fabricant ou aller chercher des proxys côté produits similaires dans les bases de l'ADEME, dans les bases EcoInvent. Ouais. Et donc en fait, c'est l'exercice que nous on a fait avec Magellan. On a une équipe analytics et data chez nous qui s'en occupe également. Et donc on a pu mettre en place, les mesures, et deux, le dataset qui nous permet de piloter notre activité en tant qu'entreprise chez Cubin. Donc on est un pure player logistique pour des centaines de e-commerçants. Et je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on peut prendre dès à présent. Pour tous ceux qui ont fait un diag, ça permet de se comparer. Pour tous ceux qui n'ont pas fait, ça permet de voir un peu le type de résultat que vous pouvez atteindre avec ce type de méthode. Donc globalement, Cubin en 2022, c'est 1,3 tonnes d'équivalent CO2. C'est 1360 tonnes, excusez-moi, 1000 fois plus. Et c'est à peu près, ça c'est un ordre de grandeur qui est intéressant à prendre, c'est à peu près 800 grammes d'équivalent CO2 par colis. C'est à peu près un aller entre, disons, Paris et Luxembourg ou Paris et Bordeaux, quoi, en TGV. Donc, ça, c'est un peu le premier point. Et ça, c'est un peu la première mesure sur laquelle on se benchmark. Donc, on va faire après, nous, la suite de ce bilan pour 2023, qu'on va faire au début de 2024, avec une activité qui a pas mal grossi de notre côté. Et on va voir si on bat ces mesures-ci. Alors, les deuxièmes choses qui sont vraiment intéressantes, c'est en fait, il y a tout ce débat actuellement, et Pauline en parlait tout à l'heure, sur l'impact du transport, avec un certain nombre d'offres de transport décarboné qui se sont développées. Et effectivement, le transport, s'il faut regarder le bloc à gauche, c'est le plus gros poste d'émissions, de consommation, comme disait Caroline.
Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas la majorité des émissions. Donc les emballages viennent en deuxième. Et puis après, il y a un certain nombre de choses que je trouve très intéressantes sur des pratiques d'entreprise. Parce qu'on voit le carré jaune, c'est les déplacements de domicile de travail des salariés. Donc l'intensité de travail, ou une pratique, les pratiques de déplacement des salariés. Et une chose qu'on aime bien chez nous, c'est le petit carré bleu marine à droite, qui est l'alimentation. En fait, l'alimentation carnée, c'est un poste d'émission très important pour les entreprises. On peut imaginer le type d'initiative qu'on peut proposer autour de ça et sur lesquelles nous on a démarré. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire, voilà, il y a eu tout ce débat sur le transport, sur le fret. La vérité, c'est que chaque entreprise a un peu ses particularités, que le transport en e-commerce est une partie du problème et c'est pas la majorité, et que d'autres postes de type emballage, pratique d'entreprise sont finalement presque plus intéressantes parce qu'on est en contrôle. Évidemment, les transporteurs sont en contrôle de leur chaîne de valeur. Donc ça, c'est ça ce qu'on avait développé, et ça, c'est un dataset qui est vivant et qu'on va faire évoluer d'année en année avec l'aide de Magellan et avec l'aide de notre équipe analytique. Voilà, à ce stade, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bilan carbone, c'est important pour déterminer les actions les plus importantes. Et c'est aussi très important, et pour nous, ça l'a été, pour se fixer des objectifs chiffrés et suivre notre progression. Donc nous, on a pris une fréquence annuelle, parce que c'est ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Moi, je connais d'autres entreprises qui sont sur des fréquences plus élevées au trimestre, par exemple, pour suivre leur progression en termes d'émissions consommation. Ouais, et là-dessus, c'est un point très intéressant, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on suit et à quelle fréquence? Hem, et là-dessus, effectivement, on peut soit, recalculer son empreinte carbone, totalement, tous les trimestres ou tous les ans, et c'est bien effectivement, au moins annuellement, d'avoir, une idée, de l'empreinte carbone. Mais au-delà de ça, en fait, on peut se dire, bah, on va déjà dans un premier temps, parce qu'on sait à quel point ça peut être complexe, hein, de suivre ces données, de les piloter. Il y en a certaines qui sont difficiles à piloter, notamment les données sur le transport, hein, dans le e-commerce. Mais peut-être on va essayer de piloter des données physiques sur lesquelles on a la main d'une manière plus régulière. Je prends un exemple, si vous avez un sujet dans votre entreprise sur, je dis n'importe quoi, les déplacements en avion, vous avez beaucoup de déplacements professionnels en avion, peut-être que grâce à, si vous avez un logiciel de suivi de notes de frais des déplacements, vous allez être capable de piloter de manière très régulière, enfin de suivre de manière très régulière les kilomètres parcourus en avion. Donc peut-être que cette première mesure, elle permet aussi d'identifier un peu certains indicateurs clés que vous pourrez suivre de manière assez régulière. Et puis, tous les ans, ensuite, on peut refaire cette mesure, sachant qu'il y a un enjeu aussi de maximum, hein, d'internaliser, on en parlera après dans le pilotage, mais d'internaliser la compétence, d'internaliser la mesure pour que vous puissiez avoir la main sur ces sujets-là. Et on vous proposait un premier temps d'échange sur les défis qui peuvent être rencontrés sur la mesure de cet impact. On avait échangé avec Édouard, notamment sur la disponibilité des données de certains prestataires. Est-ce que, Edouard, tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont vous gérez ça? Et pour les participants, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou si vous souhaitez prendre la parole sur soit les difficultés que vous avez pu rencontrer pour ceux qui ont déjà réalisé leur bilan carbone, voilà les principaux défis qu'il y a pu avoir, et ceux pour qui c'est en cours ou qui ne se sont pas encore lancés dans la démarche, peut-être les freins que vous pouvez rencontrer, ou voilà ce qui vous fait que vous ne vous lancez pas encore. Moi, je peux dire rapidement, je pense que, et Pierre-Louis est bien aussi placé pour en parler, je pense que nous, une des difficultés auxquelles on s'est confronté, c'est vraiment la mesure notamment de l'impact du fret aval, où on est face à des entreprises qui sont un peu plus grandes que nous, généralement, hein, et qui ne sont pas très transparentes quant à leurs pratiques. Pas toutes, hein. C'est pas un jugement uniforme que je fais. Ce qui fait qu'on a dû prendre un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir arriver aux bonnes mesures. Bon, ça, c'est un premier exemple avec les outils néanmoins que nous donne l'ADEME, que peuvent nous donner ces entreprises aussi. On peut y arriver, quoi. Il n'y a pas encore d'échange de données ou un EDI centralisé qui nous permette de le faire. Ouais, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que sur des postes peut-être un peu moins importants, type alimentation, déplacement, transport, on est aussi obligé de prendre des hypothèses, même si on connaît quand même beaucoup mieux ce qui se passe, généralement. C'est sûr que sur le volet transport, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup en ce moment et sur lequel il y a aussi beaucoup d'initiatives sur justement la précision de la mesure, de l'impact.
de l'information aux consommateurs aussi. Et ça change, hein, dans nos appels d'offres pour cette année, on a mis une demande sur les transporteurs de nous donner des données à fréquence élevée sur l'impact transport. Certains d'entre eux peuvent commencer à le faire. Ouais, c'est le sujet, hein, quand on commence à s'attaquer à ces sujets climat, de mesures d'empreinte carbone, on se rend vite compte que il va falloir collaborer avec les acteurs de notre chaîne de valeur. Si on veut avoir les données sur l'amont et l'aval, il faut qu'il y ait de la collaboration. Et ouais, c'est ce que tu disais, Edouard, avec l'appel d'offres, mais effectivement, on sait que sur le transport, il y a un sujet. Il y a des transporteurs qui communiquent sur l'empreinte, qui communiquent de manière assez claire, et d'autres beaucoup moins, c'est encore flou. Effectivement, on espère que la réglementation et les pratiques vont évoluer pour amener un peu plus de transparence. C'est vrai que bah, nous, aujourd'hui, quand on a cet exercice à faire, on va en premier lieu passer par des hypothèses. On va passer un peu plus de temps sur ce qui a beaucoup d'impact côté transport. J'entends par là le transport aérien. S'il faut passer du temps sur le transport et à faire des hypothèses les plus précises possibles, autant les faire sur le fret aérien, parce que c'est en général là qu'il y a un gros impact. Et après, on passera du temps sur le fret routier et le maritime. Mais effectivement, on va avoir une première approche qui sera par des hypothèses en général, hein, surtout sur une première mesure. Et puis après, il faut aller essayer de gratter auprès des principaux fournisseurs, des principaux prestataires, les informations qu'on peut obtenir, même si c'est vrai que c'est encore effectivement complexe, hein, nous on le voit. Bon, moi, je propose s'il n'y a pas de questions de la part de l'audience, on peut peut-être passer à la suite. C'était un peu une fois qu'on a fait cette mesure, l'idée est quand même de pouvoir identifier des initiatives sur lesquelles on peut agir rapidement, hein. Donc là, je pense qu'il y a un point de méthode sur lequel tu peux nous aider, Pierre-Louis. Je te propose d'en parler. Ouais, complètement. Bah, une fois qu'on a fait cette mesure, c'est vrai que, hein, on l'a dit, hein, le principe de la mesure d'empreinte carbone, c'est donner les clés pour agir, essayer de voir où sont les principaux impacts. Et donc, on va s'appuyer tout bêtement sur cette empreinte pour identifier les actions. La plupart des premières actions qu'on met en place, en réalité, elles sont déjà bien documentées. C'est pas très sorcier, hein, on réinvente pas la roue à chaque fois. Réduire le vide dans les colis, utiliser des transports bas carbone pour le dernier kilomètre, interdire les déplacements en avion pour les déplacements professionnels, villes françaises, etc. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on va mesurer, au même titre qu'on mesure l'impact carbone, enfin notre empreinte carbone, si on va sur la slide d'après, on quantifie l'impact en CO2 de ces actions. Ce qui nous permettra en fait de prioriser tout ça, parce que en général, le premier plan d'action qu'on a, on a beaucoup d'actions, on a beaucoup de choses à faire, c'est compliqué d'attaquer tous les sujets. Donc il faut prioriser, donc il faut quantifier pour prioriser. Et nous, on a l'habitude et la pratique commune, hein, c'est si on va sur la slide juste après, c'est de réfléchir à la fois en termes d'impact et bien sûr en termes de difficulté. Je vois qu'il y a une question sur la réduction du vide dans les colis, on pourra l'aborder juste après, je pense que Edouard pourra en parler. Réfléchir à la fois en termes d'impact et de difficulté, de complexité de mise en œuvre pour l'entreprise. Ce que j'entends par là, c'est en termes de coûts, de ressources humaines, de temps, pour voir ben, qu'est-ce qu'il y a en haut à droite de cette matrice, donc ce qui a le plus d'impact, qu'est-ce qu'il y a en haut tout à gauche, qu'est-ce qui a le plus d'impact et qui est facile à mettre en place. Euh, un certain nombre d'actions propres au e-commerce et à la logistique sur lesquelles on revient souvent quand on travaille sur ces sujets, hein, sont sur cette matrice. Je ne vais pas toutes les citer, hein, mais limiter le recours au fret aérien qui peut augmenter drastiquement l'empreinte carbone, hein, le fret aérien, réduire le vide dans les colis. Donc on a vu qu'il y a une question, on y reviendra. Il y a un enjeu sur le dernier kilomètre, effectivement, à trouver des modes de transport bas carbone. Et puis on voit aussi hein, que dans ces matrices, et on le voit de plus en plus, on a ce qu'on appelle nous des actions de contribution, c'est-à-dire c'est pas forcément des actions qui vont réduire votre empreinte carbone, mais qui contribuent de manière plus large à la transition. Et vous voyez en bas à droite, vous avez sensibilisé le consommateur à l'empreinte des déplacements ou à l'empreinte de ses colis via de l'affichage de ses produits via de l'affichage environnemental. C'est peut-être des choses qui vont pas réduire directement votre empreinte, mais qui peuvent participer à voilà, contribuer à la transition de manière plus large. Mais je vais peut-être laisser la parole à Edouard pour parler de ce que nous on a pu mettre en place en termes de. En fait, il y a une question de Bertie. Donc, ouais, on peut calculer les taux de vide en fait en temps réel chez nous, et c'est une métrique qu'on peut reporter à nos clients et que certains nous le demandent d'ailleurs. Donc en fait, nous on est sur un entrepôt qui est automatisé avec des postes de packing qui sont aussi automatisés. On connaît le volume de nos colis, de nos contenus, on connaît le volume de nos contenants et on est capable de faire la différence. Et on la publie. Nous c'est une métrique qu'on suit en hebdo dans nos revues de performance d'entreprise. Et c'est une métrique que je publie à mes clients là. Pour au moins ceux qui le demandent, au même titre d'ailleurs que ma performance end-to-end. End-to-end voulant dire la performance de transport. Je pense ce que disait
Pierre-Louis, en fait, nous, on l'a appliqué à l'entreprise. Donc, et c'est vraiment une démarche un peu d'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de solution simple pour commencer. Il faut s'attaquer un peu au chantier les uns après les autres. La façon dont nous, on le fait, en parlant un peu de gouvernance et la façon dont on avance ensuite. Nous, on se donne des objectifs trimestriels. C'est moi qui est le monsieur climat. Je suis président d'entreprise. C'est moi qui est monsieur climat dans l'entreprise. Et dans nos objectifs d'entreprise, on utilise une méthodologie qui s'appelle OKR, qui est assez commune dans les startups. Et dans ces OKR, on a un OKR climat, voilà, et qu'on suit. Donc là, actuellement, on s'est beaucoup centré sur les emballages et sur les taux de vide, parce que c'est là où on avait un impact qui était le plus direct. Et donc on a mesuré, on a produit nos mesures hebdo ou temps réel en fonction de ce que nous demandaient nos clients. Et ensuite, on a juste ajusté les pratiques de packing et ajusté le catalogue de packing pour qu'on ait des emballages qui soient qui soient plus proches en fait des colis, dans la mesure où les contenus nous permettaient de le faire. Donc plus de recours à des petites boîtes ou des enveloppes rembourrées, par exemple. C'était une façon qu'on a de le faire. On a bien bossé avec nos fournisseurs aussi d'emballage pour le faire. Je fais un peu la liste des autres choses sur lesquelles on a bossé. En très aval, on a beaucoup bossé sur les offres lettres, qui sont plus performantes au niveau climat que les offres colis. On a un flux standard qui performe hyper bien, qui peut substituer au flux aérien d'Express. Donc ça c'est bon, ça nous permet de nous éloigner de l'avion. On a une bonne collaboration avec les transporteurs, surtout dans le cadre de notre appel d'offres actuel, où on est vraiment en dialogue. Et ensuite, on a un support qu'on donne à nos clients sur la gestion des retours pour éviter justement les multiples tentatives, hein, qui peuvent, les 800 grammes que j'évoquais tout à l'heure, peuvent rapidement devenir 1400 grammes, 1600 grammes, hein, avec des multiples tentatives de livraison. Et ça, c'est à un commissionnaire de transport, on peut aider de ce point de vue-là. Donc sur les emballages, on a déjà parlé. On a un entrepôt qui est sans plastique à l'heure actuelle. Donc tous les plastiques ont été éliminés. On a fait ça aussi en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage. On a un système de réutilisation qu'on abordera ensuite pour les emballages intra-entrepôt. Et ensuite, alors ce qu'on a fait aussi beaucoup en équipe, c'est sensibilisation aux ordres de grandeur. C'est un peu les chiffres que je vous partage maintenant. On les a évidemment partagés en équipe au début. On a un bon budget télétravail qu'on a maintenu après le Covid. On est 3 jours par semaine en présentiel, 2 jours en télétravail. Et après, pour l'entreprise, on a une promotion du mode de transport écologique, on a fait un certain nombre de campagnes internes sur l'impact de l'alimentation sur le climat. On ne peut pas forcer évidemment nos employés, mais ça a quand même un impact total. Voilà un peu le type d'initiative qu'on a fait. Après, juste vous dire quand même qu'on est quand même dans un sacré dilemme au niveau consommateur, au niveau business. Le e-com à l'heure actuelle, c'est à peu près stable. Et on est face à des consommateurs, et les chiffres qui sont là le montre, c'est qu'en fait, les consommateurs ont cette préférence qui s'accroît pour une consommation durable, mais par contre, ne sont pas du tout en mesure de vouloir le payer, hein. Donc ça, il faut tous qu'on se le dise. Et dans un moment où on a un e-com qui progresse moins vite que dans le passé, ça nous pose un problème business. Donc en fait, c'est vraiment aux entreprises de porter d'une certaine manière cette démarche. Donc nous, on estime qu'on est une entreprise à mission de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'il faut inclure dans nos stratégies d'entreprise, dans nos façons de faire, des impacts qui soient plus limités et une stratégie climat, quoi. Et c'est vraiment aux entreprises de supporter le coût, hein. Les consommateurs le feront peu ou pas, à part quelques segments de consommateurs qui sont particulièrement engagés et motivés, dont certains d'entre nous font partie, je peux imaginer. Donc, nous, concrètement, en tant que logisticien, ça veut dire qu'il y a des pratiques de logistique qui sont anciennes et qui sont consommatrices en énergie et émettrices en carbone. Et il y a des nouvelles pratiques logistiques, hein. Et ça, donc en fait, la solution face à ce dilemme consommateur, c'est la réponse que nous on trouve et sur laquelle nous on bosse, c'est une réponse d'efficience, hein. Donc automatisation, je crois que c'est vraiment notre marque de fabrique. On est dans des entrepôts qui sont très automatisés chez nous. Une production logicielle qui est internalisée chez nous et qui est très intense. J'ai une grosse équipe technique qui fait ça. On travaille beaucoup sur les densités d'entrepôts. Donc, je pense que ça, c'est un thème dans lequel vous vous retrouvez. On a commencé, quand on était en manuel, on a fait très vite des mezzanines. En automatisé, on est sur des racks 9-10 mètres de haut, extrêmement denses, ce qui nous permet de limiter la consommation d'espace et de fait les émissions liées. On bosse sur le transport décarboné, même si honnêtement, on n'a pas trouvé
la meilleure solution à ce stade. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur nos datasets pour optimiser nos choix transporteurs sur des critères climat. Ça, c'est une chose qu'on peut faire et on a tout le logiciel pour le faire ensuite. J'insiste sur le fait que vraiment, c'est les questions d'efficience qui fonctionnent. Là, vous voyez un petit robot, on a plusieurs milliers de mètres carrés qui sont équipés comme ça. Ces modes de production, c'est des modes de production qui sont voilà, très automatisés, très efficaces. C'est bon en termes de promesses, qualité de service pour les clients et les consommateurs, évidemment. Mais ça a aussi un impact direct sur nos consommations d'électricité. Et l'impact indirect sur l'intensité de main-d'œuvre dont on a besoin pour faire nos opérations. Donc, typiquement, avec ces robots autonomes, on appelle ça des AMR, on a pu réduire de 85% en fait, la consommation d'électricité par colis, en comparaison avec les convoyeurs que nous tous avons utilisés dans le passé. On les utilise encore pour certains de nos flux, on va les faire disparaître par là. Alors, je pense qu'il y a quelques questions à ce stade qui se posent. Donc, comment optimisez-vous vos... Alors, Mathurin, j'ai du mal à comprendre vos chargements. Ah, nos chargements. Ah oui, alors donc nous, on a ce qu'on appelle un TMS, donc qui est un Transport Management System, qui est notre outil à nous d'ailleurs, qu'on a développé en interne, et qui permet d'optimiser donc les chargements en fonction de plusieurs critères. Il y a un critère économique, il y a un critère de qualité, qui est important d'un point de vue environnemental. On veut que la première livraison soit la bonne. Et un critère environnemental, puisqu'en fait, on fait tourner maintenant, on a un dataset transporteur et on est capable d'optimiser donc les performances, et on le fait au niveau de la granularité maximale, au niveau géographique, donc du code postal. J'espère que je réponds à votre question. Oui, très bien, merci. C'était exactement ça. Je voulais savoir si ça transpirait via le TMS ou si vous utilisiez d'autres outils en annexe. Ouais, non, en fait, on pourrait aller plus loin et un peu plus investir, notamment les itinéraires et les chemins de livraison de nos transporteurs. Actuellement, on n'en est pas à ce niveau-ci, on n'a pas le niveau d'intégration. On pense que la meilleure façon d'optimiser actuellement, c'est d'optimiser en fonction des performances transporteurs de zone géographique à zone géographique, plus que de faire un partenariat intense avec un transporteur alternatif qu'on a évoqué dans le passé ou qu'on a considéré dans le passé. Ouais, et je présume que vous êtes quasiment à 100% de transport externe. On est à 100% de transport externe, exactement. Ok, très bien, merci. Ouais. Alors, quels sont les critères climat de vos prestataires de transport? Comment les pilotez-vous? Alors ça, c'est vraiment une question difficile que Florence pose. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu, permettez-moi l'expression, un peu dans le black là, en termes de accessibilité des données transporteurs. Donc, ce qu'on avait fait avec Magellan, c'est qu'on a on a posé des questions. D'abord, on a regardé tous les bilans RSE des transporteurs. Ensuite, on a posé des questions à nos account managers, les équipes qui nous suivent. Certaines questions ont été répondues, d'autres ne l'ont pas été. Certains groupes sont mieux équipés que d'autres. Et ensuite, on a pris pas mal d'hypothèses. Ouais. Pardon, je me permets d'intervenir à l'oral. Et du coup, quelles étaient les questions que vous leur avez posées? Ça concernait leur empreinte carbone ou ça concernait leur façon d'opérer le transport? En fait, on a posé la première question, c'était une question agrégée, c'est combien de grammes de CO2 émis par colis. Voilà. En fait, très peu sont capables de répondre à cette question à l'heure actuelle, en fonction des différentes dimensions, durée du trajet, etc., promesses. Très peu sont capables de répondre à cette question. En fait, on a rétro-ingénéré en fait leur mode de production, on a pris beaucoup d'hypothèses. Après, alors maintenant, ouais, je sais pas, Florence, je réponds à vos questions pas ou D'accord. Il y a un petit peu de bruit dans le fond en fait, Florence. C'est pour ça qu'on n'entend pas très bien. Ok, alors la robotisation, c'est bien pour l'empreinte carbone, mais quid de l'empreinte sociale, emploi supprimé? Alors ça, c'est vraiment une super question, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que la robotisation, ça a deux impacts. Effectivement, ça a un impact d'abord de qualité pour nos clients. C'est-à-dire qu'on est sur des taux de qualité qui sont inimaginables en manuel, et qu'on atteint par contre en robotisation. Donc ça, c'est très bien, et c'est d'abord pour ça qu'on le fait, pour être très honnête, une entreprise compétitive. Ensuite, nous, d'un point de vue, après, la deuxième raison pour laquelle on l'a fait, c'est l'empreinte climat. Donc, on en a parlé auparavant. Et après, l'empreinte sociale, effectivement.
En fait, nous, notre raisonnement est le suivant, c'est on est une entreprise en croissance et on crée des emplois. On crée des emplois tout le temps. Et chez moi, mes emplois sont le plus souvent en CDI, on a un petit recours à l'intérim aussi, pour les périodes de pic. En fait, les emplois qu'on crée avec l'automatisation, ce sont de meilleurs emplois en entrepôt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous l'image du piqueur qui va faire les différentes allées et qui va amener après le produit de sa collecte pour le packing. Donc ça, c'est la réalité des entrepôts manuels. Les entrepôts robotisés, en fait, ils permettent une beaucoup plus grande polyvalence des opérateurs quant aux tâches qu'on leur a données. En fait, ils managent un système. Voilà. Donc nous, concrètement, on n'a pas réduit l'emploi. En l'occurrence, l'emploi chez nous, ça augmente. Et par contre, on a augmenté la qualité de l'emploi, qui est un vrai challenge dans notre industrie, hein. On a beaucoup d'emplois qui sont ennuyeux, qui sont des emplois répétitifs. Et l'automatisation, ça permet de supprimer une partie de cet ennui au travail, avec des emplois qui sont plus polyvalents. Et ça permet aussi d'ailleurs de proposer des emplois qui sont plus complexes, plus intéressants, dans lesquels les personnes peuvent évoluer, ce qui est pour moi intéressant en termes de carrière, l'évolution de carrière. Voilà, Camille, j'espère que je réponds à votre question. Merci beaucoup. Oui. Voilà, en termes de lever l'action, enfin, après, ce qu'on va faire, c'est on va regarder un peu d'autres exemples avec des vignettes de bonnes pratiques. On a bien parlé de Cubine, mais il n'y a pas que Cubine, évidemment, qui fait bien son travail. Je pense qu'il y a un certain nombre de groupes sur lesquels dont on s'inspire. Pierre-Luc va faire la liste des bonnes pratiques. Mais évidemment, je pense que pour nous, en tant qu'entreprise, on est dans un marché qui est ultra compétitif, très concurrentiel. Il faut quand même s'atteler au sujet, parce que c'est important pour nous, d'abord, et c'est important pour nos clients, et ça va l'être davantage. Ce qui est important, c'est de se mettre en chemin, j'ai envie de dire, hein, et d'identifier les diagnostics, les bilans carbone. Ça nous permet d'identifier un grand nombre d'initiatives et de sélectionner les meilleures. Et de les sélectionner au regard des contraintes et au regard des gains financiers associés. Et c'est l'approche qu'on a eue avec Magellan, très pragmatique. Et moi, je trouve que ça a bien marché. Et c'est le framework dans lequel on évolue à l'heure actuelle. Je repasse. Ouais, merci Edouard. Et il s'agit aussi je vais passer rapidement là-dessus, je vois que l'heure tourne, mais quand on fait ce plan d'action, quand on dresse toutes ces actions, on voit qu'il y en a un certain nombre. On voit que ça suppose aussi des changements structurels, hein, dans l'entreprise souvent. Et donc, si on ne pense pas à la transformation interne de l'entreprise, la conduite du changement, en termes de gouvernance, de process, d'outils, de compétences, ce plan d'action, il a tendance à être abandonné, il ne tient pas dans le temps. Enfin, nous, c'est ce qu'on observe. Du coup, il y a aussi des changements à mener en interne, transformation interne. Nous, on a l'habitude de penser cette transformation autour de 4 questions clés, hein, qui va porter le sujet en interne, en termes de gouvernance. Bon, on voit que chez Cubine, c'est directement Edouard qui porte ce sujet. Comment savoir si on va dans la bonne direction? Comment suivre notre progression? On en a parlé, quel KPI on suit, à quelle fréquence? Comment faire un sujet important pour l'équipe aussi, ça c'est important. Comment diffuser ce qu'on a appris sur l'empreinte carbone? Comment diffuser notre plan d'action en interne? Et puis après, comment valoriser cette démarche? Comment on communique autour de cette démarche en interne et en externe? Comment on parle de ce plan d'action? Et si on arrive à penser un peu ces 4 questions, ça permet de solidifier et de structurer, d'être sûr que le plan d'action il soit tenu dans le temps. En termes d'options pour porter le sujet, hein, il y a pas mal de choses, ça dépend aussi de votre effectif. Pour les plus grandes entreprises, au-delà de 100 ETP, on va avoir en général un responsable RSE ou même un responsable climat qui sera dédié au sujet. En dessous, on a plutôt soit une communauté Green Force, un référent RSE. La chose sur laquelle j'insisterai là-dessus, c'est le sponsorship ou l'accompagnement de la direction, du COMEX, du board sur ces sujets. Il faut que soit le responsable climat soit au board, soit en tout cas qu'il ait un lien direct avec le COMEX. Dans le cas de Cubine, on voit que c'est directement Edouard qui est le monsieur climat de l'entreprise. Mais voilà, il faut qu'il y ait un lien pour que ce plan d'action il avance et que ce pilotage il avance et qu'on ait des décisions qui soient actées, qu'on n'ait pas un responsable RSE, en fait, comme on peut le voir parfois, qui soit un peu isolé et qui n'ait pas la main pour faire avancer ce plan d'action. Et moi, je pense que il y a un peu deux types d'entreprises, hein. Il y a des entreprises dont c'est devenu une mission. Je pense qu'on en fait partie. Il y a d'autres entreprises pour qui c'est un sujet de changement et auquel cas, il faut bien organiser le changement, quoi. Et si vous pouviez faire un retour, Edouard, peut-être sur les 2-3 conseils à donner sur la manière dont vous avez choisi et mis en place justement ces leviers d'action pour les entreprises qui sont soit en cours de bilan carbone ou qui vont passer à l'action. Est-ce que vous auriez 2-3 Ouais, alors conseils moi, phares?
Je pense que pour nous, donc nous, on est une entreprise de 140 employés. Donc là, vous avez à peu près un ordre de grandeur. Je pense que pour moi, ce que j'ai fait et ce qui nous a toujours servi, c'est de bien s'appuyer sur les aspirations des employés. En fait, on a un grand nombre de personnes chez nous qui sont super intéressées, qui veulent avoir un impact. Et donc, il s'agit d'abord d'avoir des initiatives qui correspondent à leur centre d'intérêt et là où ils peuvent eux-mêmes devenir des agents de changement, quoi. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est un peu le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qu'on a décrit, hein, avec Pierre-Louis, Diag, identification des initiatives. Mais aussi, c'est juste un suivi rigoureux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se donne un objet, il s'agit de le suivre à la semaine, au mois, au trimestre et voir si on évolue. Si on n'évolue pas, faire quelque chose, quoi. J'ai envie de dire. Merci. Si vous avez d'autres conseils pour les participants que vous souhaiteriez aussi peut-être partager pour ceux qui ont déjà fait leur bilan carbone et qui ont mis en place des actions, n'hésitez pas à en partager aussi dans le chat. Je crois qu'on va passer aux bonnes pratiques maintenant justement d'inspiration que vous avez pu avoir du côté de Cubin. Ouais, quelques pratiques inspirantes, hein, que nous on observe un peu sur le e-commerce. Bon, déjà, Mano, je trouve, a des choses assez intéressantes dans son rapport d'impact. C'est une entreprise qui traite le sujet et se fixe des objectifs qui sont chiffrés et qui sont ambitieux, en fait, qui sont localisés sur un peu les postes clés de leur empreinte, donc réduction du vide dans les colis, on en a déjà parlé, réduire la distance parcourue, maximiser le taux de chargement, arrêt de la livraison par avion, des choses dont on a un peu déjà parlé. Et puis aussi, il commence à traiter le sujet de la sensibilisation client et de l'empreinte des colis via des essais d'affichage environnementaux et la mise en place aussi, ils sont en train de réfléchir à la mise en place d'une offre de seconde main pour traiter un peu ce sujet qui est un peu moins traité de l'empreinte carbone des produits vendus. Et ce qui est aussi intéressant côté Mano, c'est qu'on a, du coup, ils pensent en parallèle, hein, parce qu'on a des actions quand même structurantes et ils pensent leur transformation interne. On peut aller sur la slide suivante, hein. Ils pensent en fait cette transformation interne pour concrétiser ce plan d'action dans la durée. Donc mise en place d'un comité de pilotage de la stratégie climat. Et dans ce comité de pilotage, il y a des membres du COMEX et des experts ensuite par thématique, IT, numérique, colis, etc. Des sessions de formation obligatoires et d'autres qui sont optionnelles pour les managers et les salariés avec AXA, Climate, notamment avec la fresque du climat, et des piliers environnementaux et sociaux qui sont intégrés directement dans les objectifs annuels de l'entreprise. Donc, les managers sont objectivés sur ces piliers. Donc ça permet aussi un peu de cristalliser les bonnes pratiques dans l'entreprise sur le long terme. On a aussi Prologis, hein, sur la partie plus la consommation énergétique de nos entrepôts. Ça peut être un sujet pour certains d'entre vous. Ils utilisent donc une solution de géothermie Axinta, qui est le stockage de la chaleur dans le sol pour décarboner la consommation d'énergie de leurs entrepôts. Un Prologis, ils achètent et ils gèrent des entrepôts. C'est peut-être d'ailleurs les fournisseurs que vous utilisez pour vos entrepôts, c'est peut-être à eux que vous louez les entrepôts. Et enfin, côté plus emballage, et là c'est plutôt dans la food, si on passe à la slide suivante, là c'est plutôt, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans la food tech, mais on a La Fourche qui a mené une réflexion assez vaste sur le sujet, et notamment sur le sujet de la mise en place de la consigne et des emballages réutilisables. Donc mise en place de la consigne sur les sacs craft et les bouteilles en verre. Ça sache des produits de la marque sans plastique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la consigne, elle est intégrée. Bon, alors, ça suppose d'avoir un modèle où on a des livraisons récurrentes toutes les semaines, mais on vient rechercher les sacs quand on vient livrer le nouveau colis. Donc, il n'y a pas de flux de transport supplémentaire, pas d'émissions supplémentaires. Mais ce qui est aussi intéressant, en tout cas sur le verre, sur la consigne pour les emballages en verre, c'est qu'en réalité, nous, on s'est amusé à faire un petit calcul de coin de table. Il faudrait parcourir 150 000 km en VUL pour émettre les mêmes émissions qui sont émises quand on fabrique une bouteille en verre ou un emballage en verre. Donc en réalité, même si vous récupérez vos emballages en verre et que vous générez un nouveau flux de transport pour des emballages en verre, je ne sais pas si c'est le cas de certains, vous allez toujours être moins émissif que la production d'un nouvel emballage. Donc c'est aussi ça, hein, l'empreinte carbone, ça permet de mesurer son empreinte, ça permet d'avoir ce type d'ordre de grandeur. Je vais laisser la parole à Cubin qui a aussi travaillé sur la réduction des emballages. Ouais, alors réduction des emballages, en fait, une des raisons pour laquelle on avait choisi ce sujet-là, donc ça c'était donc la fin deuxième trimestre
début du deuxième trimestre, excusez-moi, de 2023, en fait, c'est qu'il y a vraiment une grosse sensibilité des consommateurs autour des emballages. Et donc, en fait, c'est vraiment la partie visible de l'impact climat du e-commerce qui est vraiment bien identifiée par les consommateurs. Donc, je mets quelques chiffres ensuite. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé sur le taux de remplissage. Donc, actuellement, on les a amenés, on les a fait progresser de plus de 20 points. Donc, on est parti de 45%, on est actuellement à 65% de remplissage et on continue d'ailleurs à les faire évoluer. Je pense qu'il y a d'autres points qui sont intéressants au niveau emballage. C'est vraiment tout bête, hein, mais c'est d'abord avoir des politiques d'achat qui sont bien faites avec un emballage recyclé, recyclable, des rubans adhésifs qui sont papier, ça coûte pas plus cher que le plastique, hein, et ça marche aussi bien. Réutilisation des palettes et des cartons, on a toute une politique, là, vous voyez une photo d'une partie d'entrepôt en bas à droite, où en fait, dès qu'on peut récupérer du carton, on le fait. Et ça, c'est intéressant. Enfin, c'est tout bête, hein, et ça marche bien. Et je pense après, vous voyez une petite boîte noire là au milieu. Donc ça, c'est des emballages, en l'occurrence plastique, mais réutilisables pour les flux intralogistiques. Donc actuellement, on les utilise en entrepôt et on les utilise de plus en plus avec les fournisseurs de nos clients qui nous livrent directement dans ces boîtes-ci, qui sont des boîtes qu'on peut fermer. Je regarde de pas avoir une photo pour la montrer. Et c'est des boîtes qui nous servent ensuite pour le stockage en fait, des produits d'entrepôt. Et ça marche bien et ça a un impact qui est positif sur le climat. Il y a une question de Sandrine. Bonjour, côté Colissimo, nous avons réalisé une ACV sur l'ensemble de notre activité colis en intégrant le périmètre emballage et les placements consommateurs. Ça nous donne une bonne vision de nos impacts environnementaux, mais pas que. Cette ACV a été revue par des experts. Ah ben ça serait super intéressant. Et Sandrine, ce serait super qu'on puisse se mettre en contact, parce que je pense que ça nous permettrait d'enrichir notre datasets de notre point de vue. Tout à fait, à votre disposition. Ouais. Et Sandrine, petite question du coup suite à ça, est-ce que du coup ça vous permet de fournir, est-ce que vous fournissez ce type de données du coup à vos clients, et est-ce que vous avez des clients qui vous demandent ce type de données et ça vous permet un peu de leur Oui. fournir Ok. Ouais, complètement. Alors en fait, alors, pour être tout à fait juste, l'ACV ne nous permet pas de fournir la donnée à nos clients directement. En fait, on a un autre outil qui est un calculateur d'émissions de CO2 pour l'ensemble des flux du client, qui se base sur la norme du GLEC, donc la norme de calcul du GLEC, donc qui n'est pas tout à fait la même manière de compter les émissions de CO2 dans une ACV, donc c'est juste que ce n'est pas les mêmes méthodes de calcul, pour autant, au final, les grandeurs d'ordre restent les mêmes. Donc nous avons un calculateur à disposition de l'ensemble de nos clients. Ils peuvent aller récupérer leurs données en fonction de leur flux, en fonction du poids et du volume de leur colis. Et on applique en fait les méthodes de calcul donc conformes au GLEC et au PDEF, donc qui est la nouvelle norme européenne sur le calcul des émissions de CO2 des colis, monocolis. Super. Sandrine, on va se rapprocher de vous et puis ça va nous permettre d'apporter un meilleur service à nos clients. Donc, ce serait super bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient partager des retours d'expérience de bonnes pratiques ou qui ont des questions sur la présentation, qui souhaiteraient réagir à ce qui a été dit? Peut-être, Oui, Pauline, Sandrine. juste vous dire qu'effectivement, faire une ACV, c'est un gros travail. Ça demande énormément de jus de cerveau pour aller chercher toutes les données, mais c'est ultra précieux. Parce que du coup, ça nous permet de vraiment voir l'ensemble des impacts environnementaux. Et du coup, je ne vous disais pas que le CO2, parce que finalement, on est allé chercher les 16 domaines d'impact et on voit les problématiques de transfert d'impact, où finalement, pour régler un problème de CO2, entre guillemets, on électrifie une partie de la flotte, mais en électrifiant une partie de la flotte, on génère de la consommation de ressources, de l'épuisement de ressources minérales. Donc du coup, on voit que c'est pas forcément toujours la solution, donc il faut trouver d'autres solutions, mais en même temps, c'est bien pour la santé et la qualité de l'air. Donc voilà, donc, tout ça pour vous dire que c'est jamais simple, mais c'est ultra précieux parce que ça vous permet vraiment de poser les enjeux, de connaître les inducteurs et de suivre votre plan d'action ensuite par connaissance de ces inducteurs. Donc beaucoup de temps, mais c'est précieux. C'est clair, mais de la même manière qu'il y a une complexité économique dans nos entreprises, il y a une complexité environnementale et il va falloir que, moi je pense qu'il faut qu'on s'y familiarise tous. Et je pense qu'il y a une partie de nous qui peut dire oui, mais c'est compliqué, on ne comprend pas bien, on n'est pas sûr, et c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une culture à aller chercher, une connaissance à aller chercher.
qui nous permettent tous de connaître un peu nos facteurs d'émission dans un système qui est aussi compliqué que celui d'une entreprise. Il y a une logique économique, une logique environnementale, et l'entreprise, elle a un impact partout, à mon sens. Et ce que vous dites, Sandrine, c'est super vrai. C'est ce qu'on a aussi, c'est ce dont on fait l'expérience, c'est que parfois, si on touche une chose, la vérité, c'est que ça va avoir un impact négatif sur une autre. Et l'idée est quand même de faire des trade-offs et de pouvoir avancer. Et avec plus de connaissances, plus de data, en fait, plus de données, on y arrive assez bien. Ouais, là aujourd'hui, on parle vraiment de carbone, de changement climatique dans cette conférence, mais c'est vrai que c'est une problématique qui s'inscrit autour de 9 autres, les 9 limites planétaires, et on s'inscrit dans ces 9 limites-là. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois d'arbitrer entre ces différents impacts. C'est un vaste sujet, peut-être un prochain webinaire sur L'ensemble des limites planétaires. On pourra faire un par limite. Est-ce que peut-être dans les personnes qui ont répondu oui au sondage sur le bilan carbone, est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience aussi sur ce que ça a permis de changer dans vos entreprises, le levier d'action, des retours d'expérience de pilotage aussi interne, parce qu'on en a pas mal parlé. Il y a quand même un enjeu de mobilisation et des instances gouvernantes et de l'ensemble des salariés en interne, qui n'est pas toujours facile à mener également. Bonjour, moi c'est Marie Guillemot de La Redoute. Je peux vous faire un retour d'expérience sur. On a fait 2 bilans carbone à ce jour et on se met vraiment en ordre de marche pour en refaire un et vraiment commencer à rendre assez systématique la mesure. Donc il faut qu'on regarde si on part sur une fréquence annuelle ou plus fréquente encore. Mais la difficulté, donc là on est vraiment focus aujourd'hui sur la logistique, mais c'est vrai que nous, la logistique représente une petite part seulement de notre bilan carbone. Puisque 70% de nos émissions sont liées aux produits que l'on vend. Donc on est, voilà, le gros du truc chez nous est vraiment plus là. Et la difficulté qu'on a, donc il y a effectivement, vous avez parlé de récupération de la mesure, et en fait, il y a un vrai sujet de prendre son élan quand on veut lancer un bilan carbone, notamment parce que nous, on a une chaîne de valeur qui est assez complexe, et donc aller récupérer l'ensemble de la donnée pour éviter de faire que des mesures moyennisées qui ne sont pas extrêmement fiables quand même, demande un vrai gros travail d'anticipation dans l'ensemble de la chaîne de valeur pour récupérer les datas. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point aussi, retour d'expérience, c'est que il y a un sujet quand même d'être en bonne compréhension, maîtrise de la mesure et des méthodes de calcul. Parce que derrière, si on veut justement avoir une bonne compréhension, plutôt une bonne maîtrise de la trajectoire carbone qu'on s'inscrit, si la méthode n'est pas bien tenue et n'est pas bien, n'est pas stable dans le temps, en fait, le pilotage de la trajectoire est complètement illusoire. Donc, nous, ça a été un sujet parce que les bilans carbone qu'on a fait précédemment, on n'était pas bien en maîtrise de la méthode et c'était assez black box. Et du coup, là, ça va être un point de vigilance très important dans notre prochain calcul. Et choix de partenaire, donc. Ça, c'est super important comme considération. Donc, nous, ce qu'on avait fait dans le travail qu'on avait fait avec Magellan, c'est que Magellan nous a donné la méthode, nous a fait un peu la première recherche. Après, par contre, la mesure, c'est nous qui la possédons. Et comme ça, on s'assure de la cohérence de la mesure. Après, s'il y a des changements d'hypothèse, c'est discuté. Donc, on va refaire une prochaine grosse mesure dans quelques semaines. Ce sera discuté et il y aura une discussion sur la cohérence des mesures. Et ça, oui, potentiellement le recalcul a posteriori de la mesure précédente. Exactement. Si on veut avoir la comparabilité. Ah ouais. Exactement. Mais pour moi, le point clé d'un point de vue organisationnel, ça a été de coupler en fait les équipes de Magellan qui nous apportaient une technique qu'on n'avait pas, une expertise qu'on n'avait pas. Donc il y avait 3 personnes qui étaient dans mes équipes Analytics Data qui ont bossé avec les équipes d'Adrien et Pierre-Louis. Et comme ça nous a permis juste de posséder nos outils et d'être en contrôle de notre destin. Et ça, pour moi, c'était très important. Ouais. Ouais, et vous touchez un point important, Marie. C'est exactement ça. Il faut arriver le plus vite possible à internaliser cette mesure, à pas dépendre
au maximum de prestataires externes, en tout cas pour le gros de la mesure, à vraiment comprendre la mécanique. Et là-dessus, pour aller un peu plus dans la précision, vous parliez de black box, vous ne compreniez pas les premiers bilans carbone. Je suppose que peut-être vous utilisiez beaucoup de ratios monétaires. C'est parfois le réflexe qu'on a lors d'une première mesure, c'est d'utiliser des facteurs d'émission qui dépendent de nos dépenses, parce que c'est plus facile, on va chercher les fichiers d'écriture comptable et on fait tourner tout ça, mais en fait, c'est des facteurs qui ont beaucoup plus d'incertitudes et qui sont beaucoup moins pilotables par l'entreprise que des données vraiment physiques, des kilomètres parcourus, des nombres de colis envoyés. Donc nous, c'est aussi ce qu'on essaie de faire, de s'appuyer le plus possible sur des données physiques. Mais effectivement, cette première mesure, elle sert à la fois à faire un premier diagnostic, mais c'est aussi le premier moment où on va essayer de se poser cette question qui est de, OK, là, on commence à comprendre où sont nos données, comment on va structurer cette donnée pour que la prochaine fois, ça ne prenne pas autant de temps. Et ça, c'est une vaste question. Comment est-ce qu'il faut qu'on intègre certaines de ces données dans nos ERP? J'ai vu qu'il y avait une remarque là-dessus, ça peut être une solution. Il faut qu'on systématise un peu le reporting, un peu comme la première fois où les entreprises se sont confrontées au plan comptable général. C'était le même type de défi, c'est comment on arrive à systématiser cette donnée, à la consolider, pour pas avoir à tous les ans à faire ce travail qui peut être très chronophage d'aller chercher un peu partout cette donnée. Alors, une question de Marion. Avez-vous déjà intégré la mesure carbone dans vos ERP? Quelles solutions connaissez-vous? Donc, nous, oui, on l'a fait, mais c'est vrai qu'on s'est appuyé sur des solutions internes. C'est un peu le privilège qu'on a quand on démarre et dans le cadre d'une startup. Je sais qu'un certain nombre de solutions externes existent. Je n'ai pas les noms là maintenant. Je sais que dans les groupes animé par la FEVAD et le ministère de l'Environnement, il y a un prestataire de mesure climat qui propose des add-ons à des ERP Oracle SAP. Et le nom m'échappe là maintenant. Je pense que je dois pouvoir vous donner le nom assez vite. Voilà. Et c'est une équipe qui est super et qui a fait un certain nombre de propositions pour les chartes du e-commerce responsable auquel Cubin a pris part aussi. Si vous donnez votre... IT Incel, je crois, non? IT Incel, exactement. Oui. Je mets le nom dans le chat. IT Incel. Et peut-être aussi il y a certains autres participants qui ont des solutions ou des retours d'expérience aussi sur l'intégration des données dans leurs ERP. N'hésitez pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un challenge aussi en termes de compétences internes à l'entreprise, de montée en compétences, d'intégration sur des équipes vraiment sur ces données, un changement d'état d'esprit, du pilotage de l'entreprise et des activités qui est vraiment nécessaire pour s'approprier la donnée, en faire un outil en fait, de pilotage du quotidien et pas simplement un bilan carbone one shot ponctuel, mais que ce soit intégré dans la vie quotidienne de l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions? Est-ce que Pierre-Louis, Édouard, il y a une remarque peut-être de conclusion que vous souhaiteriez faire? Non, je trouve qu'on a passé une super heure ensemble. J'ai l'impression que c'était super d'avoir vos questions qui aussi nous permettent, moi, me permettent en tout cas de progresser. Et je vous remercie en fait tout simplement d'avoir été présent. Ouais, c'est pareil, c'est toujours un plaisir d'aborder ces sujets. Merci pour toutes vos questions et pour toutes les remarques. C'est toujours intéressant, puis même d'avoir les retours d'expérience. Polissimo, La Redoute, des acteurs directement concernés. Merci et merci à la FEVAD d'avoir organisé ce webinaire. Et merci Pauline. Merci à tous les deux d'avoir été, de vos interventions ce matin, de vos retours d'expérience. Je remercie Anne-Sophie qui n'a pas pu être là, mais qui avait géré toute l'organisation de ce webinaire. Et puis merci à toutes et tous pour votre participation, vos questions. On vous enverra les slides de présentation. Vous avez donc les contacts de Pierre-Louis et Édouard. Et le webinaire a été enregistré, donc vous aurez un replay à disposition sur le site de la FEVAD. Merci en tout cas à tous et à tous. Et je crois, Édouard, qu'il y a un dernier slide avec les prochains événements de la FEVAD. Normalement, si tu l'as. Voilà.
Donc, on a un prochain webinaire avec Pricing Hub le 9 novembre sur le bon équilibre entre aliments concurrentiels et sensibilité prix du client. Pricing Hub qui était le gagnant de Challenge Start Me Up de cette année. Ensuite, le 10 novembre, vous avez un webinaire sur l'éco-conception des sites Internet avec l'ADEME. Et enfin, le 21 novembre, un webinaire sur l'économie d'usage avec Line et YesYes. Donc, vous retrouvez les informations sur la FEVAD et vous recevrez évidemment les informations pour vous inscrire par mail. Merci en tout cas à toutes et à tous et à très vite et bonne journée. À bientôt, merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir.